comédie. Et bien sûr, un numéro 1 absolu dans les classements musicaux. J'ai écrit une lettre d'admiratrice à Carol Burnett quand j'étais en terminale. J'avais participé à un concours. Vicki Lawrence n'avait que 17 ans quand elle a intégré The Carol Burnett Show. Tous les autres étaient nos plus âgés, formés, expérimentés. Pas elle. Mais ce qui se passait derrière les portes de ce studio n'avait rien à voir avec l'âge. Carol Burnett avait des règles très strictes, et elles ne s'appliquaient pas de la même façon à Vicki. Un jour, elle a ri pendant une répétition. Carol a tout arrêté, a fait venir tout le casting au centre de la scène et a donné une leçon de discipline qui a laissé Vicki figée, humiliée. Ce n'était pas le pire. Les scénaristes la testaient volontairement avec des scènes impossibles. Tim Conway lui cachait ses textes. Le stress lui déclenchait des urticaires douloureux qui couvraient la moitié de son corps. Et puis, il y a eu le vrai choc. Les 5 ans de silence qui ont suivi. Vicki Ann Axelrad est née le 26 mars 1949 à Inglewood, Californie, dans un quartier modeste pas loin de Los Angeles. Son père, Howard, portait de profondes cicatrices du passé. Sa famille juive avait fui l'Autriche dans les années 1930 pour échapper à la montée des menaces. Ils étaient menacés par Ellis Island. Howard s'était battu pour devenir comptable agréé. Mais même avec ses diplômes, il n'était pas le bienvenu partout. On annulait des rendez-vous en voyant son nom de famille. Certains refusaient même de lui serrer la main. Sa mère, Annalene Lloyd, avait aussi des racines juives allemandes. Mais elle avait tout laissé derrière elle pour devenir une chrétienne scientiste convaincue. Ça voulait dire pas de médecin à la maison, même pas d'aspirine. Quand Vicki était malade, sa mère priait. Point. Malgré le peu de moyens, la maison était pleine de rire. À 5 ans, Vicki faisait déjà des petits spectacles. Elle prenait un vieux manteau, transformait un ballet en micro et imitait des stars comme Carol Burnett. Le salon était sa scène. Elle adorait faire rire ses parents. Parfois, on l'invitait à jouer chez les voisins. Mais il y avait aussi quelque chose de plus grave. Son père avait trop souffert de la haine à cause de leur nom. Il ne voulait pas que Vicki ou son frère grandissent avec les mêmes murs devant eux. Alors, dans les années 1950, il a pris une décision. Il a changé leur nom d'Axelrad en Laurence. Vicki ne comprenait pas au début. Ça ressemblait à se cacher. Des années plus tard, elle a compris. C'était survivre. À l'école, sa voix commence à se faire remarquer. Elle chante dans des chorales locales, travaille les harmonies, progresse chaque semaine. À 10 ans, elle chante Over the Rainbow dans un spectacle de talent. Sa voix est puissante, l'émotion frappe fort. Standing Ovation, cette soirée a planté quelque chose de définitif en elle. Elle ne savait pas encore comment, mais elle voulait une vie dans le show business. À la maison, ce n'était pas simple. Les maladies, silence, foi, prière, pas de médicaments. Vicki a traversé fièvre sur fièvre sans traitement. Elle fera plus tard le lien entre certains de ses problèmes de santé à vie, dont l'urticaire chronique, et ses moments non soignés de l'enfance. Allongée dans son lit, tremblante de fièvre, elle a appris ce que voulait dire endurer. En grandissant, elle s'éloignera des enseignements de l'Église, mais cette capacité à encaisser la douleur en silence ne la quittera jamais. Au lycée Morningside High School, elle n'est plus une élève comme les autres. Elle sort majeure de promo en 1967, capitaine des cheerleaders, chorégraphe des rassemblements, introduit des pas de jazz vus dans les clubs. Ses camarades l'appellent déjà une star. Elle gagne celle qui a le plus de chances de réussir haut la main. Même la presse locale vient voir ses spectacles. Elle peut tenir un micro d'une main, mener une cheer de l'autre et avoir 20-20 en sciences le lendemain. Mais au début, ses rêves n'étaient pas si clairs. Elle voulait être hygiéniste dentaire. Elle s'inscrit en prépa dentaire parce qu'elle aimait bien son dentiste et que le métier semblait propre et tranquille. Et puis quelque chose arrive. Elle intègre la chorale du lycée et se retrouve à chanter l'hymne national à un match des Lakers. Dans les gradins, des recruteurs la remarquent. Ils viennent la voir après. Tu as une présence scénique. Ce moment inattendu fait basculer tout. Peut-être qu'elle n'est pas faite pour nettoyer des dents. Peut-être que sa voix a un autre avenir. La même année, elle participe à un concours de beauté locale. Miss Fireball, organisée par une chaîne de stations-service. Pour la partie talent, elle fait une imitation comique de Lucille Ball. Elle gagne $500, de l'argent réel pour une ado en 1967. Et surtout, une invitation à rejoindre The Young American, un groupe de chant national. Les portes commencent à s'ouvrir, mais Vicki n'attend pas qu'on lui donne la permission. À 17 ans, elle se faufile en douce à des auditions de pub. Ses parents stricts n'auraient jamais accepté, alors elle garde tout secret. L'une de ses auditions lui décroche une pub régionale pour du lait. Elle danse, se fait payer, planque l'argent sans rien dire. Cette petite rébellion lui prouve qu'elle peut y arriver, qu'elle n'a besoin de l'approbation de personne. Et puis vient la lettre. Elle est encore au lycée quand elle écrit une lettre d'admiratrice à Carol Burnett. Elle joint une photo d'elle déguisée en un des personnages de Carol, plus un article de journal sur sa victoire à Miss Fireball. Elle n'attend pas de réponse, mais Carol Burnett répond.
Elle accroche même la photo sur le mur de sa loge. Et ensuite, elle vient la voir chanter en vrai. Quand Vicky gagne la couronne de Miss Fireball, c'est Carole elle-même qui la lui pose sur la tête. Cette soirée change tout. 1967, Carole l'invite à passer une audition. Vicky n'a aucune expérience professionnelle de jeu. On la met direct en screen test. L'une de ses concurrentes est une actrice de soupe entraînée. Mais quand on leur demande de jouer une dispute entre sœurs, Vicky vole la vedette. Son naturel, ses pics, son improvisation. On dirait vraiment la sœur de Carole. Elle décroche le rôle, son tout premier boulot d'actrice, le premier épisode de The Carol Burnett Show diffusé le 11 septembre 1967. Elle a 18 ans, elle doit apprendre 12 pages de texte en une nuit, pas de prompteur, pas de seconde prise. Elle monte sur scène devant plus de 1000 personnes et assure chaque réplique. Ce moment ne prouve pas seulement son talent. Il la catapulte dans l'histoire de la télévision. Elle essaie de concilier ça avec la fac. Elle s'inscrit à UCLA en art du spectacle. Mais le show tourne 30 semaines par an. Ses journées commencent avant l'aube. Course entre le campus et le studio, 5 heures de répétition, réécriture de sketch, changement de costume. Les légendes comme Tim Conway et Harvey Korman sont ses camarades de classe au quotidien. Au bout de 2 ans, elle ne suit plus. Elle abandonne, pas parce qu'elle n'est pas intelligente, mais parce qu'elle apprend déjà auprès des meilleurs du métier. Les scénaristes ne lui font pas de cadeaux, ils ne font pas confiance à une gamine. Ils la testent. Ils lui donnent des rôles muets pour voir si elle tient le personnage. Dans un sketch, elle reste assise silencieuse à une table pendant que Harvey Korman improvise comme un fou autour d'elle. Ils veulent la faire craquer. Elle ne craque pas. Ces scènes silencieuses affûtent son timing mieux que n'importe quel monologue. 1968. À peine un an après être devenue célèbre, elle part en tournée USO avec Johnny Grant au Vietnam. Elle a 19 ans. Un soir, elle chante « These boots are made for walking » devant 5000 soldats entassés dans une tente surchauffée. Ils hurlent, tapent dans leurs mains, comme si leur vie en dépendait. Parce qu'en un sens, c'était le cas. En coulisses, elle voit les blessés, le chaos, la peur, ça la fait grandir plus vite que la célébrité. Quand Vicky arrive sur le plateau à 17 ans, tout le monde est plus vieux, plus expérimenté. Carol Burnett a une règle d'or, personne ne doit casser le personnage, même pas en répétition. Un jour, Vicky rit pendant un sketch sérieux. Carole arrête tout, elle fait venir tout le monde au centre de la scène, producteurs inclus, et donne une leçon de discipline. Vicky est plantée là, mortifiée. Elle comprend. Ce n'est pas juste un boulot, c'est la guerre. Il ne suffit pas d'être drôle. Il faut survivre. Ce moment la marque un peu, mais il la rend aussi plus forte. Chaque regard, chaque réplique doit être parfait désormais. Le personnage de Nice n'était pas censé lui revenir. Il était écrit pour Carole. Mais quelque chose dans la façon dont Vicky dit une réplique change tout. Une phrase cruelle, genre « La vie est une sebia, et toi aussi ». Quand Vicky l'a dit, ça ne sonne pas écrit, ça sonne vécu. Les scénaristes remarquent, le public remarque, Carole remarque. L'amertume de Vicky n'est pas un gag, c'est un miroir tordu et bruyant. Et ça marche. Eunice devient récurrente. À chaque fois qu'elle entre sur ce plateau minable et ouvre la bouche, les gens se préparent au coup dans le ventre. Le sketch change le rythme de l'émission. Vicky n'est plus la petite jeune qu'on doit surveiller. Elle vole les scènes, porte les sketchs, incarne la douleur derrière les punchlines. 1976, première nomination aux Emmy. Ça devrait être la joie pure, ça ne l'est pas. Elle a l'impression de ne pas être à sa place. Tous les autres nommés ont du prestige, des rôles dramatiques, du théâtre, des prix. Elle, une émission de sketch, des années à jouer la peste du Sud, la grande gueule. Quand Rue McClanahan gagne à sa place, Vicky s'excuse, va dans sa loge, ferme à clé et pleure. Elle sait qu'elle a fait du bon boulot, mais au fond, elle pense qu'on s'est trompé en mettant son nom sur la liste. Elle a passé des années entourée de légendes en faisant semblant d'en être une. Et là, c'est le rappel qu'elle n'en est peut-être pas une. Ce doute ne disparaît pas avec une nomination. Il devient plus vif. L'émission dure 11 saisons, plus de 250 épisodes, semaine après semaine. Les improvisations de Tim Conway deviennent légendaires, Vicky ne peut jamais prévoir ce qu'il va faire. Mais elle doit suivre. Parfois, elle réécrit ses répliques en direct pour rester dans la scène. 1972, le stress explose sur son corps, une poussée d'urticaire violente couvre ses bras et son cou. Elle ne dort plus. Parfois, elle gratte déjà avant d'enfiler son costume. Mais elle continue. Toujours. Les caméras n'attendent pas. Et si elle craque, quelqu'un d'autre prendra sa place. Carol Burnett n'est pas seulement sa patronne. Elle devient une figure maternelle, une mentor, une protectrice. Elle offre à Vicky une garde-robe de 50 tenues sur mesure, juste pour qu'elle tienne le choc face aux exigences d'Hollywood. Mais Carol a aussi des règles strictes. L'une d'elles, pas de relation avec un collègue. Vicky la transgresse. Elle sort avec un scénariste. Carol l'apprend. Confrontation discrète mais intense en coulisses. Carol n'est pas juste en colère. Elle est déçue. Elle rappelle à Vicky tout ce qu'elle a fait pour la protéger. Vicky, déchirée entre sa jeunesse et cette relation mentor-élève, ressent tout le poids de cette déception. Ce n'était pas juste une histoire de garçon.
C'était une question de confiance. Dès 1972, un producteur musical, Gary Klein, entend Vicky chanter à une soirée du casting. Il la signe chez Bell Records en quelques jours. La même année, elle enregistre The Night the Lights Went Out in Georgia en une seule session de 8 heures épuisante. Le 6 janvier 1973, la chanson était numéro 1 du Billboard Hot 100. Elle reste plus de 20 semaines dans les charts, vend plus d'1 million d'exemplaires. Les gens n'en reviennent pas. Une comique de télé qui cartonne en pop. En mai 1973, le disque est certifié or. Elle devient la première grande actrice de l'année à avoir un tube pareil. Mais derrière les caméras, la pression monte. Son premier album sort en juillet 1973, plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Fin 1973, sa voix commence à lâcher. Des nodules se forment sur ses cordes vocales, les médecins lui disent d'arrêter, de se faire opérer. Elle refuse. Élevée dans la science chrétienne, elle croit à la prière, pas à la médecine. Elle continue, risque tout, jusqu'en 1974 quand la douleur devient insupportable. Elle finit par céder. Ce moment la force à revoir toute sa course à la gloire, elle a tout à perdre, et son corps le lui prouve. Avril 1973. Elle passe au Tonight Show. Elle chante avec Johnny Carson, blague, rit. Des millions regardent, son album remonte dans les charts, mais en coulisses, quelque chose de plus sombre commence. Des centaines de lettres de fans, dont certains ne connaissent pas les limites. L'un d'eux force la porte de sa chambre d'hôtel à Los Angeles. Elle est seule, la sécurité intervient, le stalker part. Mais la peur reste, la célébrité n'est plus une scène et des projecteurs, c'est de la vulnérabilité. Le disque d'or aurait dû être une fête partagée. Au lieu de ça, il crée des tensions. Carol Burnett l'avait prévenu, la musique va t'éloigner du jeu. Elle lui conseille de rester ancrée. Mais Vicky veut plus. Elle choisit une tournée européenne, laisse l'émission de côté un moment, l'écart se creuse, Carol y voit de l'inconscience, Vicky y voit de l'indépendance. Pour la première fois, mentor et protégé ne sont plus alignés. La fissure reste, même après les applaudissements. Début 1974, son single suivant, Delta Dawn, passe partout, mais bloque à la 40e place. La magie du premier tube ne se répète pas. Les patrons de maisons de disques déveulent de la pop légère. Vicky veut quelque chose de plus profond. Il s'oppose, mi-1974, plus d'offres, plus de hits, juste le silence. Elle laisse tomber la musique, revient à la télé. L'arc est court, brillant et lourd. Il ne finit pas par un échec, mais par de l'épuisement. Elle épouse Bobby Russell le 29 juin 1972. Il pense que ça va être glamour. La lune de miel se termine à Lex quand Russell hurle sur des fans qui demandent un autographe à Vicky. Il l'accuse de frimer. La sécurité doit intervenir. Tout le terminal regarde. Mauvais présage. 18 mois plus tard, c'est fini. Divorce déposé en janvier 1974, rumeur d'infidélité. Les tabloïds de Nashville publient des histoires d'hôtels. Il ne nie pas. Il dit juste que la célébrité de Vicky le faisait se sentir petit. Elle ne discute pas. Le divorce est public, sale, douloureux. Elle passe de star montante à une de tabloïd. Et puis arrive Al Schultz, maquilleur sur le show de Carol Burnett. C'est Carol elle-même qui les présente. Elle crie depuis une fenêtre de loge. Vicky reste discrète. Trop de douleur la dernière fois. Le 16 novembre 1974, il s'envole pour Vegas. Pas de presse, pas de famille, juste quelques amis. Mariage dans une petite chapelle. Même les parents d'Al ne sont pas au courant tout de suite. C'était calme, privé, à elle, enfin. Leur fille Courtney naît le 3 mai 1975. Mais le bonheur a un prix. Vicky fait une dépression postpartum. Elle pleure avec le bébé, ne dort plus, l'urticaire de stress revient juste avant les tournages. Elle arrive en costume, sourire éclatant, et s'effondre en coulisses. Personne ne sait. Ou si quelqu'un sait, personne ne pose la question. Elle continue. 2 ans plus tard, le 1er juillet 1977, naissance de son fils Garrett. En même temps, elle tourne The Carol Burnett Show et Mama's Family. Elle allait entre 2 prises, parfois encore en perruque et costume. Elle bosse 14 heures par jour aussi. Ils se croisent à peine. Ils font des thérapies de couple en cachette. Pas de caméra, pas de titre, juste 2 personnes qui essaient de survivre à la machine. 1975, Tim Conway raconte une histoire délirante d'éléphant de cirque à l'antenne sans prévenir personne. Tout le casting craque de rire. Vicky non. Elle est agacée. Elle le dit à son mari. Il lui répond « Rends-lui l'appareil ». Prochain tournage, en plein sketch, elle balance « Je déteste les éléphants ». Tout le monde explose de rire, même Carole. La scène passe à l'antenne, les audiences font plus 15%, c'est là que Mama cesse d'être un simple sketch et devient une force. Mais elle ne se sent toujours pas en sécurité. Tim Conway lui cache une fois son texte. Elle doit jouer 10 minutes à l'aveugle en direct. Elle le fait, de justesse. Après, elle pleure, elle n'est pas Tim. Elle n'est pas formée à l'impro, mais elle apprend et finit par rendre les coups. L'insécurité reste, mais la force aussi. 1982, un spécial d'1 heure sur Eunice.
Vicky joue Mama avec une telle force qu'elle gifle Harvey Korman en une prise. CBS panique. Il trouve ça trop violent. Vicky se bat. C'est exactement ce que Mama ferait. La scène passe intacte. Le public adore. Ce spécial change encore sa carrière. Elle sera nommée 5 fois aux Emmy et perdra à chaque fois. Mais ce qui fait plus mal, c'est d'entendre les producteurs murmurer qu'elle ne percera jamais seule. Elle écoute, puis propose Mama's Family. La série est acceptée. Elle durera des années, des centaines d'épisodes, pas mal pour la gamine qui avait ri en répétition. 1983, Mama's Family n'est pas juste un spin-off. C'est quelque chose de têtu, bruyant, étrangement familier pour des millions de foyers américains. Première semaine, plus de 20 millions de téléspectateurs. NBC commande direct 100 épisodes. Thelma Harper, qui balançait des vannes en sketch, devient une vraie héroïne de sitcom. Grognon, langue bien pendue mais ancrée dans quelque chose de profond. Vicky a convaincu le public que ce n'était pas juste un produit dérivé. C'était un miroir de famille, bancal mais honnête. Mais dès le début, elle se bat pour ce miroir. Un scénario veut mettre Mama en couple avec son beau-frère. Vicky lit, claque le script, va dans la salle des scénaristes. Elle ne demande pas. Elle exige une réécriture. Peu importe si les sitcoms deviennent trash. Ce n'est pas son émission. Joe Hamilton, producteur exécutif et ex-beau-père, la soutient. Les scénaristes réécrivent. À partir de là, la morale de Mama est intouchable. Quand la chaîne veut délocaliser le tournage du mythique Stage 33, où était tourné le show de Carole, vers KTLA pour faire des économies, Vicky refuse. Stage 33, c'est l'héritage. Elle ne vient pas à la première lecture. Tout le casting attend. Elle ne vient pas. Son silence parle plus fort qu'un discours. Pendant des semaines, l'ambiance est électrique, mais elle a gagné. 1983. Arrivée de Betty White et Rue McClanahan. Ça sent le jackpot. Mais Betty veut la tête d'affiche, ça frotte, les égos claquent. Vicky sait que l'émission ne survivra pas à une guerre de divas. Alors elle organise des dîners chez elle, une table, pas de caméra, juste des assiettes. Petit à petit, la glace fond. Vicky ne joue pas seulement Mama à l'écran, elle joue la médiatrice dans la vraie vie. Et puis NBC annule après 2 saisons en 1984. Vicky gagnait 50 000 $ par épisode, elle descend en flèche en interview. Ils ont lâché trop tôt, et la syndication lui donne raison. À partir de 1986, les rediffusions explosent. Le public reste fidèle longtemps après que la chaîne a tourné le dos. Mais toutes les batailles ne restent pas en coulisses. 1983, Carol Burnett divorce de Joe Hamilton. Soudain, plus rien ne va. Carol voit le fait que Vicky continue à travailler avec Joe Hamilton comme une trahison. L'amitié, qui avait changé la vie de Vicky, devient silencieuse. Pendant 5 ans, elles ne se parlent plus. Carol ne l'appelle jamais directement. Tout passe par Al Schultz, le mari de Vicky. Le silence est lourd. Lors des retrouvailles spéciales, elles font comme si de rien n'était. Les ragots d'Hollywood murmurent, mais la vérité reste entre les lignes. Et le corps de Vicky l'a trahi aussi. 1972, diagnostic d'urticaire chronique. Idiopathique. Sa flambe sous le stress, couvre plus de la moitié de sa peau. Tourner Mama's Family devient parfois insupportable. Elle essaie tout, sauf les médicaments, à cause de son éducation. En 2005, elle finit par accepter les injections de Xolair. Soulagement immédiat. Pour la première fois en décennies, elle respire. Elle en parlera ouvertement plus tard. Al Schultz, son rock discret, maquilleur star à Hollywood, il reste dans l'ombre pendant que Vicky brille. Mais même lui n'échappe pas aux rumeurs. Les tabloïds disent qu'il flirtait avec les actrices. Les murmures blessent, il reste là. Il meurt en 2022, à 82 ans, le plus jeune chef maquilleur de la côte ouest à 30 ans, mais le monde se souvient surtout de lui comme le mari de Vicky. Héritage discret, amour immense. Dans les années 1986-1990, pendant la revival en syndication, sa fille Courtney se rebelle violemment. Ça secoue Vicky. Elle commence la thérapie pour la première fois. Douloureux et révélateur. Elle doit affronter comment la célébrité a façonné sa maternité. Dans les années 90, elle en a marre des plateaux. Elle passe au doublage, rôle dans des séries animées, Peter Pan and the Pirates, etc. Pas de caméra, pas de maquillage, juste sa voix. Ça lui donne de l'air. 1992, on prépare un spécial retrouvailles Carol Burnett. Vicky dit non. La blessure est encore vive. Les fans veulent de la nostalgie. Elle n'est pas prête à faire semblant. 1993, son père meurt en 1991, le deuil traîne encore. Aux Emmy 1993, Carol Burnett s'excuse publiquement sur scène. En direct, Vicky est prise au dépourvu. Elle s'en lasse, pleure. Un spécial retrouvailles sort la même année, tout doux, tout chaud, comme si rien ne s'était passé. Mais les années ont laissé des traces, même sous les rires. 2025, Vicky a 76 ans. Elle fait de nouveau la une. Elle rejoint la saison 2 de Palm Royal. Carol Burnett y joue déjà. Le personnage de Vicky est lié au passé mystérieux de celui de Carol. C'est Carol qui l'a personnellement réclamé.
Après plus de 40 ans, elles retravaillent ensemble. Ce n'est pas juste nostalgique, c'est guérison. Mais le cœur se brise encore. Le 19 juin 2024, Al Schultz meurt à la maison à Long Beach. L'homme qui était dans l'ombre pendant 50 ans n'est plus là, à quelques mois de leur noce d'or. Vicky prend son chagrin et le transforme. Elle commence à parler pour les maquilleurs, à pousser pour des droits syndicaux. Sa perte devient une voix pour les autres. Dans les années 2000, elle avait lancé une ligne de cosmétiques sur HSN. Le rouge à lèvres Fireball Red explose. Plus d'1 million de dollars la première année. Elle n'est plus seulement une artiste, elle est une marque. Aujourd'hui, elle écrit ses mémoires, anime le reboot de Win, Loser Draw en 2024. À 76 ans, elle rit encore, se souvient encore, surprend encore. Elle dit que 90% de sa carrière, elle la doit à Carol Burnett. Mais elle dit aussi qu'elle regrette de ne pas avoir parlé plus fort quand il le fallait. Cette voix qui refusait autrefois de lire un script résonne aujourd'hui plus fort que jamais. Ce n'est plus seulement pour les blagues, c'est pour tout ce qu'il a fallu tenir ensemble derrière le rire.